Relax. Bon, rebonjour Jean-Louis. Bonjour, monsieur le directeur. Voilà, bon, en tout cas, bon, on vient de faire le vernissage de vos 4 volumes ici, votre 4e volume ici à l'Afro-Musée. Pour nous, c'est un grand honneur, un grand plaisir de vous recevoir ici à l'Afro-Musée. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, non seulement à nous, les Congolais de la diaspora, mais à tous les Congolais du monde? Évidemment, ceux qui sont au pays, évidemment. D'abord, vous remercier, vous, d'avoir eu l'amabilité de me recevoir et de me donner votre espace, le centre Afro-Musée, pour faire le vernissage. C'était assez important, d'ailleurs, quelque chose de bizarre, j'avais perdu la voix et l'écoute, mais quand je suis arrivé là, apparemment, je disais, les gens comprenaient ce que je disais, mais pourtant, bon, j'avais un petit... Donc, ce que je peux seulement dire, c'est ceci, qu'on arrête d'écouter les médias occidentaux qui parlent de nous. À aucun moment, ils parleront de bien de nous. C'est à nous-mêmes, Africains, de savoir ce que nous voulons de bien et de continuer cette unité pour nous entraider entre nous. Les volumes 4 que j'ai écrits, d'ailleurs, le premier volume, le deuxième et le troisième, je n'ai fait que relater l'histoire de la République démocratique du Congo depuis le roi Léopold II, avec les mains coupées, tout ça. Et j'en ai profité pour mettre aussi les érudits que nous avons, des hommes de sciences, comme le professeur Malou et beaucoup d'autres personnes, Daïwel, tout ça, ainsi de suite. Alors le volume 4 était pour pouvoir, comment je dirais, faire la justice. Parce que j'avais trouvé que les médias internationaux ont des malices pour pouvoir nous diviser. Et c'est maintenant que j'ai découvert aussi qu'ils le faisaient avec la conférence épiscopale, donc les évêques. Alors, voilà pourquoi le volume 4, le sous-titre, c'est la CINCO, qui est la conférence épiscopale du Congo, et les médias internationaux sont mis en accusation devant l'histoire. Ce sous-titre peut sembler anodine maintenant, mais demain vous comprendrez la portée, car l'enfant africain a ouvert les yeux. L'enfant africain, on ne peut plus marcher sur lui. Et heureusement, avec les réseaux sociaux, maintenant personne ne peut arriver à dire quoi que ce soit. Donc, voilà ce que je voulais arriver à dire. Réveillons-nous. L'Afrique, 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 c'est le berceau de l'humanité en toutes choses. Merci beaucoup. Ici, nous avons vraiment le plaisir et l'honneur de travailler avec nos propres médias, les médias de nos communautés, les médias de notre jeunesse ici. Donc, ce Baraza Média, installé ici au Canada, qui a voulu porter votre voix à travers donc, cet enregistrement que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que vous voulez que nous, en tant que diaspora, en tant que Congolais et Canadiens aussi, que voulez-vous qu'on puisse faire? D'abord, faire entendre votre voix. Il faut qu'il monte. C'est vous qui... On dit que personne ne vous apportera l'aide. Faites entendre votre voix. Ce que vous faites déjà comme travail, c'est élogieux. Mais vous devez encore en faire davantage pour léguer aux générations futures. Ce n'est pas en un jour que nous allons devenir ce que nous sommes. C'est nous qui devons préparer les générations futures à devenir des personnes indépendantes et qui n'auront pas à avoir des complexes aux Occidentaux. Je continue à parler des Occidentaux, c'est dans la politique occidentale. Parce que l'occidental, lambda, n'est pas aussi mauvais que ça. Mais c'est dans la politique qu'on doit essayer de changer les choses, de manière à ce que nous puissions travailler en bonne intelligence entre l'Afrique et l'Occident. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez conclure? Je peux conclure encore, je reviens pour vous remercier, vous, personnellement. En tout cas, Afro-Musée, pour cette sympathie que vous avez bien voulu me recevoir. Je peux encore conclure pour dire qu'aujourd'hui, le Congolais est debout, comme l'indique son hymne national. Personne ne peut reculer le Congolais. Aujourd'hui, les Congolais, on a voulu tout faire. En fait, l'Afrique n'a pas de combat entre eux. Les combats qu'on veut mettre à l'Afrique viennent de l'Occident. C'est à nous de nous réveiller contre l'Occident pour devenir beaucoup plus forts. En tout cas, ici, dans la diaspora, ici au Québec et au Canada, on a une jeunesse qui est très, très dynamique et qui est très consciente et qui est surtout en bonne relation
avec nos familles qui sont restées au pays. Donc, en tout cas, on peut compter sur la présence et la force et la vitalité de la jeunesse, comment je peux dire, congolaise du Canada. Merci en tout cas, beaucoup. tu peux compter sur eux. En tout Merci cas, encore d'avoir. Merci beaucoup. Pour ce... Merci, monsieur le directeur. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci plaisir. beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Baraza Media. Je commence par féliciter monsieur Jean-Luc Timbalanga pour les 4 tomes du document. Ça doit être très intéressant et puis c'est très contributif pour notre jeunesse, pour surtout nous qui commençons la lutte politique, cette lutte que vous avez commencée il y a des années. Nous étions encore des enfants et aujourd'hui nous nous sentons dans les devoirs de pouvoir reprendre les flambeaux parce que rien n'a changé. Vous allez dans les années à venir vous fatiguer et le pays va disparaître. Alors nous avons pris la décision de sortir de nos conforts. Je vous ai dit que j'étais médecin. Je peux rester dans mon confort. Nous avons pris la décision de sortir de ces conforts pour essayer de guider la jeunesse à travers un mouvement citoyen. Quand j'ai lu, j'en profite pour féliciter également Papa Belchica, Pascal. C'est à cause de lui que je suis ici, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a envoyé l'invitation. Il m'a dit de venir et quand j'ai vu le titre, évidemment c'est un titre très accrocheur, la vérité de la vérité des yeux. J'ai dit non, il faut que j'aille voir, entendre de quoi il s'agit avant de lire peut-être le livre, parce que je ne l'ai jamais lu. Je commence par apprécier votre sincérité, monsieur Jean-Luc Timbalanga. Tout au début, vous avez dit que nous sommes en famille. Donc, je ne veux pas avoir un œil scientifique sur ce que vous avez produit comme document, ni sur votre discours d'introduction. Parce qu'au début, quand moi j'ai vu les tomes, je me suis dit, mais il mérite un doctorat par rapport à ceux qui ont des doctorats qui ramassent au pays. Je ne veux pas donc, je veux vraiment que ce soit une discussion de famille, parce que c'est surtout le cadre des discussions que vous avez mis en place. Vous savez, chers compatriotes, je m'adresse à tout le monde ici, nous avons un sérieux problème dans notre pays. Et ce problème, c'est un problème de l'homme. Nous pouvons tant jeter la faute à l'étranger, mais non, c'est nous le problème. C'est nous le problème. La question de mon ami est très pertinente. Pourquoi 2018 et pas les élections antérieures? Oui, on a une réponse qui dit que voilà, dans les documents, on parle des élections antérieures. Mais ce qui compte, M. Jean-Luc Timbalanga, c'est ce que vous avez présenté comme résumé. Ça traduit votre posture. Ça traduit votre posture. Donc, vous voulez qu'on questionne les élections de 2018, vous voulez qu'on questionne les attitudes des uns et des autres, notamment de l'Église catholique, en fait, de la Cinco, vous avez précisé, notamment de la Cinco, par rapport aux élections de 2018. Ces questionnements pouvaient commencer beaucoup plus tôt. Je suis d'accord avec les collègues qui l'ont mentionné. Qui a dit la vérité? Qui connaîtra la vérité? Ça, c'est une question. Personne ne peut avoir la prétention de connaître la vérité. Quand ces gens-là se réunissent dans leur chambre pour faire monter leur complot, vous et moi ne sommes pas là. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Et nous avons compris à force de subir des conséquences. Moi, j'ai été candidat, j'ai été candidat aux élections de 2018, député national. J'ai battu campagne à Kinshasa et j'ai voyagé un jour avant les élections. Vous savez pourquoi? Parce que la machine à voter était la machine à tricher. Il ne fallait pas y toucher. Moi, quand j'ai dit que je ne touche pas, je ne touche pas. Mais les autres ont touché, vous le savez. En 2023, j'étais toujours à Kinshasa. J'ai fait tout le temps là-bas. Comme je vous ai dit, j'enseigne. J'ai tout apprêté pour être à nouveau candidat. Ensuite, c'est le fichier des Kadima qui n'est pas bon. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Ça heurte ma conscience. Je ne peux pas aller à des élections frauduleuses d'avance. Je suis revenu au Canada. J'ai laissé tomber. Ça fait 10 ans de parti. Je me suis dit, mais les autres sont partis aux élections. Je me suis dit, si nous continuons à suivre ces politiciens aveuglement, quand je dis les politiciens, ce n'est pas seulement dans mon parti, parce que là j'ai essayé de vous montrer indirectement les positions ou les postures de mon parti, n'est-ce pas? Mais si nous continuons à suivre ces politiciens, dont la plupart sont arrivés là par circonstances, concours de circonstances, nous allons perdre ce pays.
nous avec, nos enfants avec, nos arrière-petits-enfants avec. C'est pour cette raison-là que j'interpelle tout le monde ici présent. Nous devons être des vrais patriotes, comme les Ouazalendo, qui se battent à l'Est. Nous devons être des vrais patriotes. Cessons de soutenir des individus qui parfois ne pensent même pas à nous. Hein. Nous nous entredéchirons nous-mêmes. Ce n'est pas l'Occident qui nous entredéchire. Ce ne sont pas ceux qui disent que les élections sont, je ne sais pas moi, un compromis à l'africaine. Ce n'est pas eux. C'est nous qui nous déchirons entre nous. Pourquoi? Parce que nous suivons des gens qui ont construit des petits bistrots qu'on appelle partis politiques et qui se sont érigés le droit de dilapider les caisses de l'État. Aujourd'hui, on se demande qui dit la vérité. Après, qui a fait plus de foule? Après, qui a volé le plus? Mais on vole. Les gens disent aujourd'hui on vole plus que quand c'était Kabila. Mais on continue de voler. Où va le pays? Où va le pays? On peut beau écrire des livres. Moi, je suis professeur d'université, je n'ai jamais écrit un livre. J'ai des articles, mais je n'ai jamais écrit un livre. Je pense écrire un jour un livre. Mais imaginez-vous, on écrit, on crie, mais rien ne change. Parce que notre peuple a été dépossédé de son pouvoir d'action. On nous organise des simulacres d'élections. C'est comme mon ami a dit, la tricherie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Même la position de la Senko, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Cessons d'être des fanatiques. On peut être intellectuel mais fanatique, ça vous devez le savoir. Cessons d'être des fanatiques. Si nous aimons ces pays réellement, nous devons préparer la prochaine génération. Je pose une question en passant. Tshisekedi va faire son deuxième mandat, il est à son deuxième mandat, il va partir. Qui vient après? C'est lui qui vient après. Non, je pose la question très sérieusement. C'est lui qui vient après. Il travaille avec qui? Non, je continue. Oui, abrégez quand même, hein, pour donner l'occasion aux autres, okay. S'il vous plaît. S'il y aura le temps, je reviendrai, parce que j'ai des choses à dire. Merci. D'abord, je vous remercie infiniment. Bon, alors, Pas que vous ayez un parti politique, mais vous avez été impartial. Et ça, j'apprécie. J'apprécie surtout le mouvement que vous faites, le mouvement citoyen. C'est quelque chose de formidable. Et vous avez dit quelque chose de formidable, c'est que ces politiciens dont nous sommes derrière, mais est-ce qu'eux pensent à nous? C'est vrai. C'est même crucial comme interrogation. Et là, je suis d'accord avec vous. Et vous avez terminé, au fait, vous m'avez volé ma pensée, que j'ai toujours dit, Félix va faire, allez, si on exagère, ok, 15, 20 ans. Mais après, qu'est-ce que nous aurons comme jeunesse demain? C'est là où je dis que vous m'avez volé. J'ai compris maintenant que Dieu, quand il te met quelque chose, et tu l'entendras ailleurs, c'est que c'est valable. Parce que si l'occasion permet que le président, nous puissions nous revoir comme il a demandé, ça fait partie de ce que j'avais comme sujet. Le Congolais de demain. Nous avons des Congolais, nous devons leur donner des nouvelles semences. Parce que nous sommes d'une génération sacrifiée. Nous sommes d'une génération de 54 ans de dictature. Qu'est-ce que nous avons comme connaissance? Kangaye, Yazanani, c'est tout ce que nous avons. Faire des débats contradictoires comme nous le faisons ici, nous ne le connaissons pas. C'est-à-dire à partir du moment où tu soutiens quelqu'un, tu ne soutiens même pas l'idée, mais tu soutiens une personne par affinité et tu veux... Moi j'ai des amis aujourd'hui, je ne vous cite pas les noms, vous devez connaître, c'est des gens de ma génération, la plupart doivent connaître. Je vois Vieux Bob qui est là, doit connaître. Ils ne me parlent plus. Donc comme on dit en lingala, bakatelinga de kassa. Parce qu'ils ne savent pas débattre. En fait, ils me provoquent dans les débats. Lorsque je commence à débattre, moi j'ai des éléments. Je ne dis pas que j'ai la connaissance infuse, mais j'ai des éléments pour commencer à pouvoir faire des débats. Mais souvent, lorsqu'ils ne savent pas, ils appellent fanatiques. Ils disent, moi, soit c'est tribal. Et des fois, ils sortent des propos qui ne sont pas bien parce que la jeunesse qui nous observe et le monde qui nous regarde, qu'est-ce que nous allons laisser à cette jeunesse-là? Et là, quand je vous ai entendu dire ça, bravo.
Bravo et merci. Okay. Oui, c'est pour dire que le jour où les Congolais connaîtront leur histoire commune, qui est celle de la colonisation, qui a coupé les bras, ou le bras droit, parce qu'on ne remettait pas assez de VA, si on sait qu'il y a 10 millions de morts qui ont été provoqués par le travail imposé au Congo dans les années de Léopold II et qui constituait la moitié de la population. Et aujourd'hui, notre pays est en train de perdre plus de millions et des millions de personnes dans l'est du pays. Si notre jeunesse comprend ce qu'il y a derrière toutes ces morts, ils comprendront que ce n'est pas la division socio-ethnique qui explique les choses, parce que nous sommes limités à ça, parce que nous ne connaissons pas notre histoire commune. Et le travail de notre ami contribue à cela. Et le fait qu'il ait écrit, c'est très important, parce que les faits qu'on écrit, on peut les contrôler, les vérifier et les challenger si on en a l'occasion. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont une histoire à raconter sur notre pays, n'hésitez pas. Notre ami a promis d'écrire plus tard. Nous attendons son livre pour voir ce qu'il va dire. Et surtout, je vais juste finir par là. Et surtout, vous savez, pour moi, j'estime que c'est une œuvre scientifique. Parce que là-dedans, je ne parle pas sentimentalement. Je mets des éléments. J'apporte des preuves de ce que je dis. Par exemple, quand je parlais, par exemple, du président Martin Fayulu, j'essayais de faire les comparaisons de Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Je me pose la question, à quel moment Martin Fayulu est devenu beaucoup plus populaire que Félix Tshisekedi. Je prends les ancrages politiques. Martin lui-même est venu même au sein de l'UDPS. C'est parce qu'il croyait aussi à cette idéologie. C'est-à-dire qu'il était aussi de nôtre pour que nous puissions avancer. Mais il a trouvé quand même l'UDPS était là. J'ai présenté, là-dedans, vous verrez, des congrès des partis politiques. Le congrès qui a élu Félix Tshisekedi, président de l'UDPS, il y avait plus de 500 personnes, sans parler des 1000 personnes à l'extérieur, comme on dit. Il a invité des grands partis. Vous les verrez, ces partis-là. MLC était là, ils ont pris la parole. ULC des Cameroun étaient là, ils ont pris la parole. Katumbi a envoyé aussi, à l'époque c'était le Tundula, qui a pris la parole, le Tundula, et l'autre là, notre frère, je ne sais plus, Jean-Bertrand et Wanga. Ils ont pris la parole. Quand MLC a fait son congrès, deuxième congrès, on a vu que tout le monde était invité. Félix Tshisekedi était là, Martin Fayulu était là, tout le monde était là. Il y avait plus d'une centaine de personnes. Quand UNC de Cameroun a fait la même chose, ils se sont invités des grands partis qui avaient l'assise populaire. Lorsque j'ai mis aussi celui de l'AFDL du professeur Bahati, il y avait du monde. Mais j'ai mis, je crois que vous devez mieux le savoir que moi, j'ai mis, vous allez voir, le congrès que Martin Fayulu a fait, il y avait 10 personnes. Ils étaient 3 devant, il y avait 10 personnes, et même la déclaration qu'il a fait ensuite. Et là, on va... Oui, je veux vous... Parce que je veux vous le montrer aussi. Hein. S'il est faux, vous me dites qu'il est faux. Parce que ce livre, c'est comme on dit dans toute œuvre scientifique a besoin de débat. C'est-à-dire, à partir du moment où les gens trouvent que ce que j'ai écrit n'est pas correct, peuvent toujours écrire. C'est toujours bon pour nos enfants. Parce que nous sommes partants. Moi, comme je suis chrétien, il y a toujours quelque chose que je tiens dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, qui dit que tout ce que vous savez est pour l'utilité commune.
Et moi, comme il m'a disposé, j'ai mis là, je suis prêt à pouvoir débattre. Les gens qui me liront, disent non, là vous avez, je peux vous présenter, ce n'est pas moi, ça y est, là, vous verrez, 10 personnes, 10, j'exagère même, je pense que j'ai tout au plus 10, et ils étaient 3 devant. Mais pour faire la déclaration, ils l'ont pas, il n'y a pas d'image de déclaration, ils ont envoyé. Donc, comment cet homme-là, qui n'avait pas l'ancrage dans toute la République démocratique du Congo, qui avait son parti politique que nous connaissons bien, SID, vous êtes de la Mouka, mais moi je parle des SID. Pardon? Vous êtes des SID. Ah, d'accord. Je cru entendre la Mouka, qui n'était qu'à Kinshasa, en fait, parce que vous n'étiez presque pas partout. Ils viennent. D'abord, là, parce qu'il y a tellement à dire, hein, parce que si nous devons entrer sur même le choix de la Mouka, pourquoi d'abord, j'ai des questions que je posais, par exemple, pourquoi le choix de Genève, pourquoi fuir le critérium qui était déjà mis à l'avance pour se choisir un candidat unique a été mis à côté. Tout est, en fait, il y a beaucoup de choses dans lesquelles j'essaie de motiver pour essayer d'écrire. Oui. Merci. Nous allons passer à notre compatriote. Oui, merci. Ouais. Merci infiniment. Messieurs, vous avez vraiment des très très longues conversations. Soyez synthétiques parce que le temps nous presse, on n'aura pas l'occasion de tout dire. Ceci dit, je m'appelle Henri Ngaka, j'anime l'émission Ça va causer, j'ai fait Afro-Monde il y a de cela quelques années. Bref, je mets l'accent sur l'Afrique, ici à Montréal, sur les diasporas noires africaines ici, simplement parce que j'en avais marre, durant mes études universitaires, de suivre TV5. À l'époque, c'était la télévision française ici. Et j'avais constaté aussi, comme beaucoup de gens, c'était l'afro-pessimisme. C'est-à-dire, entre ce que je voyais chez nous et ce que je voyais à la télévision, c'était deux choses différentes. Donc, dans mon cas, après mes études, je me suis dit, ok, j'ai fait une émission de télévision où je mets l'accent sur l'Afrique, où l'on présente, on fait des interviews sur des choses pertinentes sur l'Afrique. Maintenant, vous avez parlé des médias internationaux, occidentaux principalement, qui cherchent à nous diviser. Vous avez cité un certain nombre de nos médias que je ne veux pas revenir. J'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer un peu plus précisément, lorsque vous dites que les médias internationaux, occidentaux particulièrement, cherchent à nous diviser. Pourquoi nous diviser alors que selon certains experts, nous sommes déjà nous-mêmes divisés? Ça c'est un. Deux, historiquement parlant, la manière où les colonisateurs belges ont conçu notre pays, le Congo, Rwanda, Burundi, déjà là, ils avaient déjà conçu une certaine division qui était déjà là. On nous avait déjà divisés. La preuve, les cadres congolais n'étaient pas des Congolais, c'était des étrangers. C'était d'autres Africains qu'on allait chercher pour diriger les Congolais. Et déjà là, on nous divisait déjà. Alors maintenant, je m'arrête là, je pose ma question. Pouvez-vous nous donner un peu plus d'éléments qui expliquent que ces médias occidentaux cherchent à nous diviser? Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que la division a commencé depuis 1885 hein, à Berlin. C'est une division dans laquelle nous n'avions pas de possibilité de pouvoir nous défendre. Mais nous verrons, même aussi en Europe, ils sont divisés. Parce que quand vous regardez bien l'Europe, il y a la partie, par exemple, de l'Espagne qui est prise par la France, une autre partie de l'Italie qui est prise par la France, même une partie de la Belgique. Donc la division a été partout. Mais c'est vrai que chez nous, ils sont venus nous diviser. Bon. Maintenant, acceptons, ça fait quand même plusieurs années que nous sommes divisés et chacun dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, nous nous appartenons et nous acceptons. Maintenant, si j'ai bien compris votre question, pourquoi les Occidentaux nous divisent? Mais c'est une division économique. Vous croyez qu'un pays qui n'a pas une richesse comme la République démocratique du Congo, ça peut intéresser les Occidentaux? Je parle des Occidentaux, pourquoi? Parce que sous le nom de communauté internationale qui n'a pas d'adresse, on essaie de nous faire croire que tout le monde est contre ou tout le monde est pour ou tout le monde a décidé. Non. La plupart de ceux qui décident sont les trois grands qui se trouvent dans le
comme des conseils de sécurité, on les connaît, c'est l'Angleterre, c'est les États-Unis, c'est la France. Mais qui dit Angleterre, les États-Unis, parle des anglo-saxons. Et parfois on trouve les Canadiens, excuse-moi de le dire devant chez vous ici, on les trouve aussi impliqués dans des trafics qui sont illicites, qui ne peuvent pas être convenables dans des pays qui se respectent. Voilà pourquoi je veux dire, c'est que quand les Occidentaux viennent, ils ne viennent pas pour autre chose, ils viennent plutôt pour votre richesse. Ils apportent la division. Parce qu'en vous divisant, en mettant par exemple le trouble dans votre pays, eux ils viennent en aide humanitaire. Hein. Oh, les ONG internationales, nous voulons ceci, nous voulons cela. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Nous voulons ce que vous avez sur la terre et nous voulons les obtenir pour rien du tout. Alors que, dernièrement, le président de la République leur a dit, non, écoutez, cette richesse, au lieu de faire tuer nos femmes, violer nos femmes, venez, nous allons nous entendre, vous voulez, venez. Nous allons faire ce qu'on appelle la coopération gagnant-gagnant. Mais ça ne les intéresse pas. Ils veulent plutôt continuer à se prévaloir en conquistador pour essayer de nous diviser. Et d'ailleurs, ils vont plus loin avec la volonté de pouvoir même morceler le pays. Parce qu'ils veulent à tout prix prendre une partie et être des conquérants là-dedans. C'est ça la vraie guerre que nous avons aujourd'hui, la raison pour laquelle je demande à nos frères et sœurs d'être réveillés. C'est vrai que nous pouvons être derrière les partis politiques, mais recherchons d'abord ceux qui doivent nous unir. Et il y a une force derrière qui veut nous diviser. Ils ne sont jamais arrivés à nous diviser et je suis sûr et certain qu'ils n'arriveront jamais à nous diviser. Après mes études, je me suis dit, ok, j'ai fait une émission de télévision où je mets l'accent sur l'Afrique, où l'on présente, on fait des interviews sur les choses pertinentes sur l'Afrique. Maintenant, vous avez parlé des médias internationaux, occidentaux principalement, qui cherchent à nous diviser. Vous avez cité un certain nombre de nos médias que je ne veux pas revenir. J'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer un peu plus précisément, lorsque vous dites que les médias internationaux, occidentaux particulièrement, cherchent à nous diviser. Pourquoi nous diviser alors que selon certains experts, nous sommes déjà nous-mêmes divisés? Ça c'est un. Deux, historiquement parlant, la manière où les colonisateurs belges ont conçu notre pays, le Congo, Rwanda, Burundi, déjà là, ils avaient déjà conçu une certaine division qui était déjà là. On nous avait déjà divisés. La preuve, les cadres congolais n'étaient pas des Congolais, c'était des étrangers. C'était d'autres Africains qu'on allait chercher pour diriger les Congolais. Et déjà là, on nous divisait déjà. Alors maintenant, je m'arrête là, je pose ma question. Pouvez-vous nous donner un peu plus d'éléments qui expliquent que ces médias occidentaux cherchent à nous diviser? Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que la division a commencé depuis 1885 hein, à Berlin. C'est une division dans laquelle nous n'avions pas de possibilité de pouvoir nous défendre. Mais nous verrons, même aussi en Europe, ils sont divisés. Parce que quand vous regardez bien l'Europe, il y a la partie, par exemple, de l'Espagne qui est prise par la France, une autre partie de l'Italie qui est prise par la France, même une partie de la Belgique. Donc la division a été partout. Mais c'est vrai que chez nous, ils sont venus nous diviser. Bon. Maintenant, acceptons, ça fait quand même plusieurs années que nous sommes divisés et chacun dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, nous appartenons et nous acceptons. Maintenant, si j'ai bien compris votre question, pourquoi les Occidentaux nous divisent? Mais c'est une division économique. Vous croyez qu'un pays qui n'a pas une richesse comme la République démocratique du Congo, ça peut intéresser les Occidentaux? Je parle des Occidentaux, pourquoi? Parce que sous le nom de communauté internationale qui n'a pas d'adresse, on essaie de nous faire croire que tout le monde est contre, ou tout le monde est pour, ou tout le monde a décidé. Non. La plupart de ceux qui décident sont les trois grands qui se trouvent comme des conseils de sécurité. On les connaît, c'est l'Angleterre, c'est les États-Unis, c'est la France. Mais qui dit Angleterre, les États-Unis, parle des anglo-saxons.
Et parfois, on trouve les Canadiens, excuse-moi de le dire devant chez vous ici, on les trouve aussi impliqués dans des trafics qui sont illicites, qui ne peuvent pas être convenables dans des pays qui se respectent. Voilà pourquoi je veux dire, c'est que quand les Occidentaux viennent, ils ne viennent pas pour autre chose, ils viennent plutôt pour votre richesse. Ils apportent la division. Parce que en vous divisant, en mettant par exemple des troubles dans votre pays, eux ils viennent en aide humanitaire. Hein. Oh, les ONG internationales, nous voulons ceci, nous voulons cela. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Nous voulons ce que vous avez sur la terre et nous voulons les obtenir pour rien du tout. Alors que, dernièrement, le président de la République leur a dit, non, écoutez, cette richesse, au lieu de faire tuer nos femmes, violer nos femmes, venez, nous allons nous entendre. Vous voulez, venez. Nous allons faire ce qu'on appelle la coopération gagnant-gagnant. Mais ça ne les intéresse pas. Ils veulent plutôt continuer à se prévaloir en conquistador pour essayer de nous diviser. Et d'ailleurs, ils vont plus loin avec la volonté de pouvoir même morceler le pays. Parce qu'ils veulent à tout prix prendre une partie et être des conquérants là-dedans. C'est ça la vraie guerre que nous avons aujourd'hui, la raison pour laquelle je demande à nos frères et sœurs d'être réveillés. C'est vrai que nous pouvons être derrière les partis politiques, mais recherchons d'abord ceux qui doivent nous unir. Et il y a une force derrière qui veut nous diviser. Ils ne sont jamais arrivés à nous diviser et je suis sûr et certain qu'ils n'arriveront jamais à nous diviser. Oui, on ne peut pas passer la parole au suivant. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Mon nom est Joël Acher Lévy-Cohen. Je suis journaliste indépendant. Je n'ai pas de questions à poser, mais je ferai simplement une mention pour vous. Merci Joël. Pour deux choses. Premièrement, parce que vous êtes un grand frère. Vous êtes un grand frère. Et puis, deuxièmement, vous êtes aussi un ami. Et je suis très fier que vous veniez ici au Canada pour présenter votre livre. Dieu seul sait combien de fois nous avons parlé au téléphone. Et à chaque fois, on discutait. Et ça me touche beaucoup de voir cette œuvre accomplie. Et puis, autre chose aussi, vous êtes quelqu'un qui est passé au collège Albert Ier. Collège Boboto aujourd'hui. Oui, le collège Nissérail. Beaucoup de gens qui connaissent. Et ici aussi, j'ai un aîné, Oringaka, qui est également passé au collège Albert Ier. Sérail. Je suis très fier de vous avoir aujourd'hui, vous deux. D'ailleurs, même Oringaka vous a posé une question. Mais je sais que la fois dernière, quand on s'est parlé au téléphone, vous avez dit, mon petit frère, il faut me poser une question. Mais malheureusement, je n'ai pas de question. Pourquoi? Parce qu'on a tellement discuté du livre. Par contre, je voudrais rebondir sur deux choses importantes que vous avez dites ici, concernant la presse étrangère et la Cinco. C'est vrai qu'on doit faire un distinguo entre la Cinco et l'Église catholique en tant que telle. Mais il ne faut pas oublier que l'Église catholique au Congo a une histoire qui date depuis la colonisation, la pénétration belge, jusqu'à nos jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Église catholique au Congo a toujours entretenu de relations bizarroïdes, quelquefois adultérines, incestueuses, quelquefois de copinage aussi. Donc ça fait que si vous remarquez dans cette histoire-là, on pourra à un certain moment dire qu'on est en face d'une petite mafia qui est là pour défendre ses intérêts. Dès lors que ses intérêts sont touchés, elle commence peu à titiller le pouvoir qui est en place. Je vous renvoie simplement à ce qui s'est passé dans les années 60, pendant la période de la colonisation. Vous allez voir le rôle joué par l'Église catholique, d'abord pour appuyer le mouvement de l'indépendance, et puis par après pour voir comment cette même Église
va jouer un rôle pour choisir un candidat que l'on va imposer au pays. Pour ceux qui connaissent très bien le monseigneur Kimondo. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de temps. Et puis, s'agissant de la presse étrangère, ce n'est pas parce que c'est une presse occidentale qu'elle respecte le principe de la démocratie. C'est faux. Les journalistes sont des caisses de résonance des intérêts politico-économiques. Les journalistes sont là pour faire croire, pour faire passer un message afin de défendre les intérêts qui les soutiennent. Par rapport au rôle qu'ils ont joué au Congo, je vous renvoie simplement à ce qui s'est passé en Haïti pour ceux qui ont bien suivi l'élection haïtienne en 2011. Vous allez comprendre la technique utilisée pour imposer le président Joseph Martelly. Ça a été la même technique utilisée pour faire passer les résultats au Congo. Le traitement des émissions de l'Occident. Je vous donne un exemple, j'ai mis dans le livre. Est-ce que vous voyez le pays comme la France faire venir dans un plateau une seule personne, soi-disant c'est un expert, sans contradictoire? Mais dans le cas de votre pays, c'est fait. Et il était là, oh, oui, vous savez, oui, ce que les catholiques ont fait, oui, c'est correct, parce que il n'y avait pas de contradiction. Moi, si j'étais là, j'allais le contredire. C'était une volonté délibérée de désorienter, d'amener encore beaucoup plus de bruit pour essayer d'effacer ce qu'on appelle la vérité. Or, la vérité était enfuie à force de pouvoir, à force des informations. Je donne un exemple, je vais finir par là, excusez-moi. Vous êtes corrigé, je ne vous connais pas. Je peux formater une histoire sur vous. Je dis, ce type-là, c'est un voleur. Et le pasteur en parle, lui, il en parle. Avant que vous puissiez faire voir votre bon sens, ça sera trop tard. C'est tout le monde qui saura que mais c'est le voleur en question. Alors il fallait que quelqu'un puisse écrire. Je ne peux pas laisser le pauvre aller comme ça dans l'histoire, qu'on puisse dire qu'il a triché. Comment est-ce qu'il peut tricher alors que ce n'est pas lui qui a organisé? Et en plus, celui qui a organisé est devenu aujourd'hui son adversaire. C'est quelque part, il y avait une volonté de pouvoir carrément effacer le parti politique dans l'histoire politique. Mais Dieu merci, Dieu a toujours sa façon d'arranger les choses. Je ne veux pas encore aller trop loin pour parler de la prière qui a été faite au stade. Madame, s'il vous plaît. Merci, j'espère que vous m'entendez. Je n'ai pas une question, mais je remercie Jean-Louis Chimbalanga. C'est un ouvrage que nous allons acheter. On doit l'acheter parce que moi, je suis une férue de l'histoire. Ça me fait de la peine d'être ici. Je vois le nom d'une rue, je vais à l'Internet et je trouve la réponse. Pourquoi ce truc s'appelle comme ça? Ça, c'est l'histoire du Canada. Maintenant, j'ai l'occasion de pouvoir connaître l'histoire de mon pays. Amen. Ça, c'est un don, c'est un grand cadeau que tu nous as fait. Comme le président de la République t'a demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, moi, je vous demande qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour lui. Achetons le livre. Merci. On va acheter le livre. Il ne va pas payer pour ça. Hein? Merci beaucoup. Et je n'ai pas de commission. Achetons le livre pour nous et nos amis. Pour ceux qui s'échangent des cadeaux de Noël, vous pouvez leur donner un livre. Mettre la puce à l'oreille pour qu'ils aillent acheter le reste. Mais en tout cas, achetons. Et à vous, je vous demande, est-ce que on pourrait trouver une formule pour qu'on puisse avoir ces livres-ci? Parce que moi, j'essaie de commander des livres des auteurs africains venant de l'Europe, mais c'est impossible. Ils ne sont pas sur Amazon, ils ne sont nulle part, et il faut aller se demander de bouche à oreille comment est-ce qu'on va avoir le livre, et ça ne suit pas. C'est ce que je voudrais que vous puissiez faire pour nous, pouvoir distribuer cette information. Les Congolais du Canada, voilà
là où vous pouvez acheter le livre, ou bien comment regrouper les commandes. Mais sinon, achetons, 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 achetons et encore Merci, achetons. madame. Merci, madame.